Vas-y Talal là, regarde celui-là là. Défonce-lui la tronche. Ah, il a... J'ai du Ah mal. pardon, vous êtes là. Bienvenue à l'édition digitale de la 9e édition de Savoir Retro Games. Bon bah je crois que tu vas être obligé d'abandonner ta partie. Ah merde, bah, j'étais en train de faire un super score, je battais mon record depuis... Bon bah je vais te demander de t'installer. Bon, on jouera après. Nous sommes en compagnie de Talal Selami du studio Dontnod. Le studio Dontnod, c'est un studio de jeux vidéo célèbre pour ses jeux narratifs. Ils se sont fait un peu une spécialité là-dedans. Ouais. Dont le dernier jeu vidéo qui est sorti il y a un petit mois, qui s'appelle Tell Me Why. Ouais, Il y a eu aussi Remember Me et il y a eu Life is Strange. Life is Strange. Ouais. Et il y en a eu deux d'ailleurs. Ouais, il y en a eu deux. Ouais. C'est un peu devenu les fers de lance, en fait, les modèles, on va dire, de la boîte. Alors bien sûr, même si elle s'est diversifiée, parce que tu as des jeux qui restent narratifs, comme Vampire, on va dire, ou qui se rapprochent plus de Remember Me, mais avec une composante action, on va dire, action-aventure très présente quand même. Donc ouais, aujourd'hui, Dontnod, c'est un des rares studios, on va dire, qui peut se targuer d'être le porte-drapeau du jeu narratif dans le monde, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Il y a un autre studio français qui s'appelle Quantic Dream aussi, à qui on doit Détroit, entre autres. C'est David Cage, c'est ça? C'est ça, ouais. Et puis on a Dontnod en fait. D'accord. Et donc c'est pas, je pense, mon petit homme dit que c'est pas un hasard que ça soit là, tous les deux des studios français. C'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose, ça montre qu'on a des choses à raconter et un truc à rapporter. La fameuse exception culturelle. C'est ça, d'une certaine façon. Même si finalement elle est obligée de se fondre, on va dire, dans une forme d'universalité en fait là-dessus. We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Everything we thought we knew about Marianne just got thrown out the window. She loved you. She attacked you. We both saw it. I thought coming here would be closing a chapter of our lives. Ces fameux les nouveaux champs du jeu vidéo, la narration, ce qui est loin de ces machines-là que nous a gentiment prêté l'association MO5, toutes ces antiquités vidéoludiques qui sont pleines de charme aussi. Ah oui, je vais peut-être en reprendre quelques-unes en partant là. La Dreamcast, elle me fait de l'œil. T'as vu ça? Bon, maintenant on est en 2020 et c'est vrai que le jeu vidéo a pris quand même une certaine maturité. Ouais. Et du coup, on est entré de plein pied dans l'ère narratif. C'est vrai que le jeu vidéo s'est nourri de plein de médias, dont beaucoup le cinéma. Et quelque part, il essaye de créer son propre modèle narratif pour ses utilisateurs, presque ses spectateurs, du coup, comment on peut dire alors. Ouais, c'est joueur, parce que finalement, c'est vrai qu'on a souvent peur de dire que le jeu vidéo est en train de singer le cinéma. Moi, je pense pas, c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'il essaie de trouver sa propre voie, en fait, par le biais de la narration, parce que le jeu vidéo a cette possibilité que n'a pas parfois le cinéma d'être complètement engagé vis-à-vis du joueur, dans le sens où l'immersion fait qu'il y a une identification qui se fait, qui est à mon sens beaucoup plus forte dans le jeu vidéo quelque part que dans le cinéma. Moi c'est simple, je vais prendre un exemple très très concret, c'est les jeux qui font peur. Tu me connais, je viens du cinéma fantastique, et alors peut-être parce que je connais l'envers du décor et j'ai plus peur en fait quand je regarde un film. Sauf bien sûr quand il y a du sound design qui va me faire sursauter. Par contre dans le jeu vidéo, le fait qu'il y ait cette identification, tu prends un jeu comme Resident Evil, Dead Space, Silent Hill pour ne citer que cela, en fait là pour le coup moi personnellement je me chie dessus quand je joue parce que je suis obligé de me faire des breaks. Ça, bien sûr après j'y joue dans les conditions, je me mets dans le noir, je mets un peu de son, j'attends d'être tout seul, tout ça pour lancer ces jeux là. Et c'est pire quand c'est de la VR. Alors oui, alors j'ose même pas essayer, j'ai pas essayé le Resident Evil 5 en VR, mais il paraît que c'est quelque chose quoi. Donc ouais, pour te dire, c'est juste le jeu vidéo en fait rapporte justement cette dimension d'identification qui fait que je pense que la narration en fait se fait finalement très très naturellement en fait, on va naturellement vers des univers de plus en plus narratifs, même si finalement il a toujours été
un peu engagés en termes de narration. Hein. Tu prends des jeux comme Another World ou Flashback, c'est des jeux qui déjà vont poser un contexte, et qui dit contexte dit finalement histoire en fait. Donc ça se fait naturellement. Alors on va repartir un petit peu sur Tell Me Why, justement, parlant d'histoire. De quoi ça parle, Tell Me Why? Alors, c'est deux enfants en fait qui, voilà, donc, deux filles. Leur mère essaie de les tuer, en fait. Ou en tout cas, ils pensent que leur mère essaie de les tuer, et par légitime défense, en fait, ils vont se défendre. Il n'en résulte que la mère va mourir, en fait, de la main d'un des enfants, en fait, par autodéfense, d'une certaine façon. Donc, ils vont se retrouver séparés. Une des filles va se retrouver éduquée, élevée par le shérif du coin. Et celle qui a tué, en fait, va se retrouver dans une sorte de centre comment on appelle, Juvenile Center, on dit ça aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a un terme spécifique pour. Une sorte de réhabilitation. Voilà, une sorte de centre de réhabilitation pour les enfants, mais assez différent, beaucoup plus ouvert, on va dire. Et donc, en sortant, donc, ils vont se retrouver 10 ans plus tard, sauf que Holly, qui était une des deux petites filles, est devenue entre-temps Tyler, donc qui est devenu un garçon. Il est en train de faire sa transition, en fait, au moment où on démarre le jeu. Et les deux vont se retrouver 10 ans après, donc au moment où Tyler sort justement de ce centre. Et ils vont déjà réapprendre à se connaître d'une certaine façon, recréer du lien. Ce lien passe par la feature de gameplay principale qui s'appelle le bond, qui est en gros une feature qui te permet de revivre des moments du passé et de communiquer par télépathie, en fait. Ça, c'est l'élément fantastique, science-fiction du jeu. C'est l'élément fantastique pur qui n'est pas non plus, on va dire, central, parce que c'est une composante en fait qui est prise comme acquise par le joueur sans forcément aller dans des explications de... C'est un peu comme la machine à rêve d'Inception. Elle est là et puis après on l'oublie un peu. C'est ça, c'est un principe qui est déjà aussi très présent dans le cinéma, où on n'a pas besoin forcément de justifier le fantastique en soi. Et donc à partir de ça, donc, ils se retrouvent et ils retournent dans leur ville d'enfance, leur village, qui s'appelle Delos Crossing, qui est une petite ville d'Alaska. Ça, c'est aussi très important parce que le contexte joue beaucoup dans l'histoire. C'est dans un paysage très, très, très beau, très, très éclairé, très large. En fait, c'est vraiment l'Alaska avec ses montagnes et ses arbres. Et dans ce contexte-là, donc, ils vont essayer de retracer un peu l'histoire de leur mère pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle en est arrivée là, et si vraiment, en fait, la mère a voulu s'en prendre à Tyler parce qu'il avait déjà, en fait, l'envie de devenir un garçon. C'est presque une enquête affective. C'est ça, c'est ça. Donc c'est le point de départ, en fait, du jeu, et puis ça nous permet de construire, en fait, des personnages, raconter leur background par le gameplay, en fait, aussi d'une certaine façon, parce qu'on a une autre narration qui passe par le gameplay, qui est une narration environnementale, où l'environnement va raconter les personnages. Donc le cœur de l'histoire, c'est la maison de ces enfants, où le drame s'est passé 10 ans avant, et en récupérant des affaires dans des boîtes ou des choses, tout simplement en explorant l'environnement, en fait, ou en ouvrant des portes qui n'étaient jamais ouvertes avant, en fait, on en apprend beaucoup plus sur les personnages. Donc c'est vraiment ça, en fait, c'est le principe, c'est être narratif un peu à tous les niveaux et raconter avant toute chose des personnages, qui nous fait beaucoup penser au cinéma. C'est un peu comme Life is Strange, vous avez repris enfin c'est même complètement comme Life is Strange, vous avez repris le canevas un peu des épisodes. Oui. Quel est le but artistique ou éditorial, on va dire, pour avoir choisi ce mode d'exploitation, on va dire? Il y a un ADN Dontnod, en fait, cet ADN qui est déjà très très narratif, qui est très ancré sur les personnages, ou qui va porter des valeurs, on va dire, d'une certaine façon. C'était déjà le cas dans Life is Strange 1, voire le 2 aussi, avec ces deux enfants latinos qui vont traverser un mur, on va dire. Donc voilà, il y a un écho, on va dire, par rapport à notre société actuelle. Donc ça aussi, c'est là où je crois que Dontnod a vraiment sa carte à jouer et son identité. Et je ne sais plus ta question, c'était... Pourquoi avoir repris ce système d'épisodes comme dans Life is Strange? Oui, parce que tout simplement, ça correspond, on va dire, au modèle du Game Pass. Donc c'est notre éditeur, c'est Microsoft. Donc Tell Me Why est une exclusivité Xbox pour le Game Pass, mais bien sûr c'est aussi disponible sur PC, sur Steam. Et donc l'idée, c'est quoi de mieux pour, on va dire, fidéliser un joueur vis-à-vis de la plateforme qui est le Game Pass, en fait, qui est un peu
prendre un raccourci le Netflix du jeu vidéo, en fait, que de créer de l'épisodique qui va faire que quelque part, on attend la suite toujours. Le joueur va attendre la suite. Bon là, en l'occurrence, il y a 3 épisodes, et c'est vrai que contrairement à Life is Strange, on a fourni les épisodes sont sortis à un rythme d'1 semaine, donc ce qui crée encore plus ce lien. Là, on se rapproche d'exploitation télévisuelle. Clairement, clairement. Et même dans l'écriture, hein, d'ailleurs. Stéphane Beauverger, le directeur narratif du jeu, avec Florent Guillaume, donc le game director, en fait, ont vraiment essayé de veiller à trouver une cohérence, on va dire, par épisode, où il y a une rythmique qui est propre, on va dire, à un jeu épisodique. Tu dois penser, tu dois anticiper les événements dans ton écriture pour que justement tu termines, tu ponctues ton épisode sur un cliffhanger par exemple, ou une révélation importante qui va te tenir en haleine pour la suite. Bien sûr. Alors toi, quel était ton rôle sur ce jeu ? Alors moi je suis cinématique director, en fait, donc je m'occupe des cinématiques. Ça tombe bien parce que c'est mon métier à la base, cinéma. Donc, tu es metteur en scène, tu as fait 2 longs métrages plus des courts métrages, donc c'est un peu ta cam. C'est ça, donc en gros moi je suis un peu à la confluence, on va dire, des métiers des chefs de département, précisément donc entre tout d'abord le game director, qui a donc la vision d'ensemble, qui est un peu l'équivalent d'un réalisateur dans le cinéma, donc il y a le chef d'orchestre de tout le jeu, le directeur narratif, donc, qui va être là plutôt pour reconstruire l'arche de l'histoire et savoir à peu près où on va en termes de narration pure, et donc le directeur artistique, qui est là plus pour, contrairement au cinéma, qui a plus, disons, un rôle beaucoup plus global, où il peut autant s'occuper des caras, en fait, tout ce qui est personnages, leur style, la modélisation de ces personnages-là, les environnements, et tout ce qui compose aussi les environnements avec, et bien sûr tout ce qui va correspondre à la lumière, aux assets, tout ça, voilà. Donc c'est finalement c'est la cohérence visuelle de l'univers. Voilà, c'est une forme de en fait, si tu veux, c'est une forme de cohérence visuelle, dans le sens où c'est lui qui va donner un peu le là esthétique. Et moi je suis là, si tu veux, pour mettre en image, on va dire, tout ce que ces gens ont envie de dire, en fait. Donc c'est un gros boulot de diplomate, alors. Oui, alors exactement, bien sûr, le jeu vidéo, c'est contrairement à un film où quand tu réalises, c'est un peu ta vision, en fait. En tout cas, dans la logique française. C'est Dieu sur le plateau, le réalisateur. C'est un peu Dieu sur le plateau. Là, ça correspond plus à. Voilà, tu es là, tu réponds à une série, on va dire, par exemple, parce que tu es réalisateur pour une série, en fait, et tu dois illustrer, en fait, ce qui est déjà prédéterminé d'une certaine façon. L'avantage chez Dontnod, c'est que c'est une boîte très jeune, en fait, et assez ouverte. Et donc, du coup, il y a une marge de manœuvre aussi pour un réalisateur qui est très, très présente, où tu es souvent là pour proposer à la narration des choses qui vont permettre justement de soit approfondir les personnages, soit jouer beaucoup plus dans la symbolique, parce que c'est vrai que quand tu écris, tu ne te projettes pas forcément sur ce qui peut se raconter autrement que par des mots. Et donc, mon boulot, c'est aussi essayer de retrouver de l'émotion, en fait, comment percevoir au mieux l'émotion une fois que tu as digéré les intentions de ceux qui veulent les raconter. Donc ça passe par un travail avec ce que je disais, la DA et la Nara. Ensuite, une fois qu'on reçoit les scripts, ça va très vite en plus dans l'épisodique, parce que là, il se trouve qu'on travaillait sur plusieurs épisodes en même temps, donc il fallait tenir un certain rythme qui était assez effréné. Donc tu reçois les scripts et là tu prépares, donc tu fais ton découpage, un peu comme au cinéma encore une fois, et tu fais intervenir un storyboarder. Moi j'ai eu la chance de bosser avec le storyboarder que je connaissais déjà, que tu connais aussi, qui s'appelle Éric Gandois. Éric Gandois qui est connu, qui a bossé entre autres pour Besson, qui a fait Lucie ou Valérian. Et donc avec Éric, voilà, vu qu'en plus on avait des affinités et des facilités parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, on communiquait, puis me storyboardait en fait la plupart des scènes majeures, on va dire majeures, ce que nous on appelait en interne les scènes à effet, on va dire toutes les scènes qui vont participer à l'appel des autres départements, notamment les effets spéciaux. Donc ce qu'on appelle effets spéciaux dans le jeu vidéo, ça peut aller de larmes à des effets de fumée ou de gestion de particules, ce genre de choses. Et beaucoup avec les gens du son aussi, parce que c'est aussi un paramètre très important, c'est le son. Donc voilà, donc toutes ces scènes-là, en fait, on va les storyboarder, on va vraiment les travailler en profondeur pour essayer de tirer le meilleur parti de ce qu'on peut
avec la technique qu'on a à disposition. Et du coup, tu citais tout à l'heure Quantic, c'est ça, qui lui travaille en motion capture. Oui. Ça travaille avec des vrais comédiens qui ont des capteurs et après qu'il reproduit dans le virtuel. Vous faites pas ça. Si, tout à fait. Ah si, vous faites ça aussi. Donc là, j'étais dans la pré-production. D'accord. Okay. Aussi là. Parce que tu m'avais pas cité cette technique. Ouais. Je me suis dit, ils font autrement, ils font. Non. En fait, on D'accord. a. En fait, juste après, donc ça, c'est la prépa. En fait, on va en tournage après. D'accord. Donc nous, on a tourné à Francfort dans un studio de motion capture en Allemagne. Et là, donc, on travaille avec des comédiens et un peu comme dans le cinéma, en fait, on va répéter avec les comédiens. Comme dans Avatar. Comme dans Avatar, c'est ça. Donc c'est des gens avec des pyjamas, ils ont pour vulgariser vraiment, ils ont des pyjamas, ils ont des capteurs. Ça un peu ressemble à rien. pyjama, ça ressemble à rien. Et là où tu pousses le vice, c'est que tu vois les mecs, on va dans la scène en question, tu as une table et en fait, tu vas juste avoir un truc en carton en fait qui va représenter la table. Et donc toi, tu dois essayer c'est là où c'est très intéressant, c'est que tu dois essayer de te projeter un maximum sur le résultat que tu veux obtenir à tous les niveaux. Et donc, tu dois ramener le comédien aussi dans ce délire-là, qui sont pas forcément des comédiens, on va dire, spécialisés dans le jeu vidéo. Ce sont des mecs qui viennent du théâtre, du cinéma, et avec lesquels tu vas ramener dans ce délire-là. Donc, une fois qu'on a tourné donc en mocap, en plus, là, la différence, c'est que si on tourne des scènes entières, c'est-à-dire que tu vas tourner des blocs, c'est des sortes de plans séquences, en fait, finalement. D'ailleurs, on appelle ça un volume, même pas un studio. On appelle ça un volume. Oui, c'est ça, avec des caméras. Faut imaginer que c'est des murs remplis de caméras, en fait. C'est des capteurs, quoi. Exactement, qui vont récupérer les capteurs. Et donc après ça, on part en post-production d'une certaine façon. Donc on récupère ces données-là, on les traduit, on va dire, dans le langage du jeu, et puis on va commencer, nous, à reprendre les cadres, en fait, une fois qu'on a le personnage intégré dans le moteur, qui sont très très rudimentaires dans un premier temps, on va récupérer en fait le cadre qu'on avait prédisposé, voir déjà s'il fonctionne, parfois il ne fonctionne pas. Et en parallèle de ça, tu as l'animation qui est en train de travailler aussi pour essayer d'affiner l'animation et se rapprocher au fur et à mesure du résultat. Oui, parce que c'est pas magique, c'est pas parce qu'on filme des acteurs dans un volume qu'on fout ça dans un ordinateur et que ça ressort. Ouais, tu as la base, si tu veux, qui est très très présente, où le personnage va se déplacer, va s'asseoir, tout ça, mais après il y a plein de choses à affiner, on va dire, et notamment sur les visages, parce que nous on n'a pas fait de performance capture sur Tell Me Why, l'animation des visages a été faite à la main par des animateurs. Et donc les animateurs aussi ont un gros travail aussi pour essayer de reproduire, on va dire, ce réalisme. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas avoir fait de la mocap sur le visage, comme on voit dans certains longs métrages? C'est des choix technologiques, c'est tout simplement ça. Je pense qu'il y avait une volonté aussi d'avoir la main aussi sur l'expression des visages, ce genre de choses. Et puis aussi, un projet comme D3, pour citer celui-là, c'est des projets c'est vraiment des AAA aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. C'est des gros jeux, si on pourrait comparer à des blockbusters. Nous, on se situe, généralement, on fait des jeux AA. Donc, c'est des budgets, on va dire, plus intermédiaires. C'est entre le jeu très indépendant et le gros blockbuster. Ce qui est intéressant parce que ça permet à la fois d'avoir des moyens qui correspondent, on va dire, au AAA d'une certaine façon, moindre évidemment, mais aussi d'avoir une forme de liberté artistique et d'expression que ne peuvent pas se permettre les gros jeux parce qu'il y a des enjeux financiers plus importants. Donc on se retrouve dans cet entre-deux qui est très intéressant et qui est un peu le fer de lance et la force aussi de Dontnod. Dontnod, c'est aussi une image de jeux un peu sociaux. Oui. Comment vous cultivez cette ligne éditoriale? Est-ce que d'abord c'était un accident au départ ou est-ce que c'est quelque chose de très conscient depuis, même si toi tu n'es pas dans la société depuis le départ, mais tu connais la culture d'entreprise en tout cas. Oui, bien sûr. C'est quelque chose, en fait, c'est pas un fondamental dans le sens où le jeu se lance pas en développement en se disant ça va être quoi le prochain sujet social. Ouais, c'est ça. Non, je pense que ça se fait assez spontané. C'est ce qui fait ce que tu disais, notre exception culturelle française en fait. Et puis c'est vrai que le studio a la chance de bosser avec des gros éditeurs comme Bandai Namco, comme Square, comme Microsoft. Et du coup, ces gens-là, ces éditeurs ont une oreille en fait justement pour trouver quelque chose d'un peu différent. Du coup, oui, ils sont quand même ouverts
à des jeux qui ne soient pas forcément des jeux d'action, d'aventure. Ouais. Est-ce que cette trame sociale, est-ce qu'ils y sont sensibles finalement? C'est les géants du jeu vidéo, de l'informatique? Mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a un public. En fait, il y a vraiment des joueurs qui sont là pour ça. Et je l'ai vu moi-même avec la sortie de Tell Me Why. Est-ce que c'est un public plus adulte en général que Alors, la moyenne des jeux vidéo? Ouais, je pense que c'est un public qui va de 15 à 35 ans en fait en général. C'est vraiment un cœur de cible qui s'est construit, je pense, sur le premier Life is Strange. Il s'est solidifié sur Life is Strange 2 et qui là existe vraiment bel et bien. En tout cas, moi je l'ai ressenti quand Tell Me Why est sorti. Il y a une vraie bienveillance de la part de ces gens-là. C'est une forme de communauté qui répond tout le temps présente et qui est là pour justement jouer à des jeux de personnages en fait. C'est des jeux assez accessible en fait. Oui, moi j'avais joué à Life is Strange. C'est un jeu au niveau du gameplay qui est assez simple, qui est très abordable. Oui, c'est ça. Et puis en fait, ils n'hésitent pas. C'est ça. Enfin, l'idée, ce n'est pas forcément de créer du challenge pour créer du challenge. Je pense qu'il y a des jeux qui le font très très bien. Ça, c'est vraiment pour amener le joueur dans un univers, dans des histoires. On le dit souvent, ces jeux narratifs aujourd'hui-là, c'est le descendant du point and click qu'on a connu à une époque, que ce soit avec des jeux comme Myst ou avec les jeux LucasArts, comme Monkey Island, Lucer's Harry, tu vois, des jeux, on va dire... Alors explique-moi cette expression. Point and click. Ouais. Alors, c'est des jeux principalement, à la base, c'est des jeux PC. On a eu des portages consoles dans les années 90, mais bon, c'était pas forcément des succès. Mais c'est des jeux, en gros, avec une forte composante narrative, avec un univers très très fort, très ancré, des personnages qui sont ancrés dans cet univers-là. Et on dit point and click parce que, justement, c'était des jeux qui se jouaient avec la souris, où on allait récupérer, un personnage avait besoin d'un objet, il fallait cliquer dessus, et cet objet allait permettre de faire avancer la narration. Donc, je me souviens de Myst. Ouais, et c'était farfelu, hein. Déjà à l'époque, il y avait un truc qui était assez extrême sur les combinaisons de choses à faire. Moi, j'étais pas bon là-dessus à l'époque. Toi, t'étais bon sur Myst? Non, c'était pas le genre de jeu où je brillais, effectivement. Mais c'était des jeux très forts, avec une composante d'univers très fort, une ambiance. Il y a eu Blade Runner aussi qui était superbe. Sur PC, j'ai pas connu Blade Runner. Il est super. Déjà, je pense que avec l'univers du film est tellement fort il suffit déjà pour adapter. Mais oui, et donc de ça, en fait, on a le jeu narratif en fait a évolué, s'est transformé et donne aujourd'hui des jeux un peu comme ceux que font Dontnod, comme ceux que font Quantic Dream. Et je pense que c'est aujourd'hui une composante qui s'affirme beaucoup dans le jeu vidéo. On en parlait tout à l'heure entre nous. Un jeu comme God of War, c'est un jeu qui a une composante narrative très forte. Et là où je trouve qu'il y a beaucoup de culot de la part de Sony, c'est qu'ils partent d'une licence qui avait déjà une petite base narrative, mais ce n'était pas le cœur du sujet. Tu étais vraiment dans une sorte de beat'em all un peu bourrin avec Kratos tout puissant qui va défoncer du dieu. Et là, pour le dernier, là où je trouve qu'ils ont vraiment eu beaucoup d'audace, c'est qu'ils sont partis sur cette composante aussi gros bras, certes, mais ils se sont demandé mais comment on va faire pour donner un cœur à ce personnage-là. Et ils lui ont collé un enfant en fait qui est son fils en fait, et essayer de combler ce trou qu'on n'a pas eu entre le précédent God of War 3 et celui-là. Et en même temps, essayer de donner une âme en fait à Kratos. Moi, je trouve que le jeu est mortel parce que, au-delà d'être un super jeu en termes de gameplay, je trouve que c'est une histoire très poignante, avec des émotions que j'ai pu ressentir dans des films comme The Road, par exemple, ou d'autres qui vont traiter d'une forme d'affiliation en fait entre un père, un papa et son fils. Est-ce que le danger, justement pour Dontnod, c'est de ne pas pouvoir sortir de ça? Parce que le public se construit autour de cette marque de fabrique. Et peut-être qu'au sein de Dontnod, il y a peut-être des envies d'aller justement dans un genre totalement différent. Enfin, je dis ça au hasard, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de faire un jeu très bourrin. Et du coup, est-ce que on se freine là-dessus au studio Non, pas du tout, parce que je vois que c'est une composante, on va dire, de la boîte en fait. La narration, c'est aujourd'hui la société est vraiment identifiée par rapport à ça. Je suppose que beaucoup de choses vont arriver en fait, qui vont être très diversifiées. Et moi, je le vois bien, c'est une boîte qui est ouverte, on va dire, aux propositions, et même aux propositions assez audacieuses. Donc en soi, c'est pas quelque chose ça fait partie de l'ADN, on va dire, de la boîte, mais ce n'est pas non plus une condition sine qua non. Mais je pense quand même qu'il y a toujours une composante narrative assez forte.
comme on disait, on parlait de God of War, c'est un jeu d'action, on va dire, d'aventure, avec une composante narrative très forte. Là où Dontnod apporte son savoir-faire, c'est-à-dire que si demain on explore d'autres registres, je suis persuadé que cette composante narrative va être très très forte aussi. Donc ça fait partie vraiment d'un tout en fait. C'est juste avoir une conscience de l'histoire comme étant quelque chose qui peut accrocher un joueur de façon assez forte en fait. Où en est l'industrie du jeu vidéo français qui a été parmi les précurseurs, qui a sorti des sociétés énormes. Où ça en est? Est-ce qu'on est encore un acteur majeur du jeu vidéo ou est-ce qu'on s'est fait un peu balayer? Mais je pense que non, je pense que ça continue aujourd'hui parce que effectivement, on a été pionnier à une époque d'une certaine façon, parce que bon, il y a le Japon, il y a les États-Unis, bien mais sûr, la France, on n'a pas été les seuls, mais on a fait partie quand même des pays. Bien sûr, on a fait partie des pays qui comptaient. Ouais, c'est ça. Et parce qu'il y a un vrai savoir-faire, je pense qu'il y a beaucoup de talent, que ce soit dans tous ces métiers-là, même dans l'animation, on voit bien, on sort les plus grands animateurs en fait. On a quasiment les meilleurs animateurs du monde. Voilà, viennent de France, donc naturellement en fait, puis on est assez geek, on est assez cultivé, donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est préservé là-dessus. Après, c'est vrai qu'on est le jeu vidéo aujourd'hui, contrairement, on va dire, peut-être au cinéma où on a une certaine idée de l'exception culturelle dont tu parlais tout à l'heure, et plus global parce que il y a le marché en fait est international et c'est un art certes, mais c'est aussi une industrie et contrairement beaucoup au cinéma, en fait, c'est une industrie qui s'assume comme étant une industrie. Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire après que tu vas pas aussi raconter des choses profondes. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a une scène indépendante qui est en fait une sorte de réaction, on va dire, au AAA qui s'est affirmée. Au blockbuster ludique. Au blockbuster ludique. Et depuis 10 ans, je trouve qu'on est en train d'assister à des propositions chaque année, chaque mois même. Il y a une dizaine de propositions assez fortes, dont des jeux français. Il y a un jeu qui s'appelle Dead Cells, qui est sorti, alors le nom du studio m'échappe, mais c'est un studio qui fonctionne dans un système assez particulier, on va dire, égalitaire dans tous ses salariés. D'accord. Et ils ont pondu, donc ils ont leur spécificité déjà dans leur fonctionnement, et ils ont pondu un jeu comme Dead Cells, qui est une proposition de jeu indépendant, c'est une sorte de jeu de plateforme d'action, d'aventure, avec des niveaux qui se refont de façon aléatoire d'un niveau à l'autre, enfin à chaque fois que tu respawns ou à chaque fois que tu passes une porte. Et le jeu est hyper addictif, il est vraiment passionnant, il est très bien fait, il y a une très belle musique. Enfin, c'est vraiment une référence aujourd'hui et c'est un jeu français. Et donc il y en a plein, il y a plein de jeunes éditeurs dans la scène indépendante qui commencent à faire proposer des choses, scène indépendante française. Et le fait qu'il y ait aussi des boîtes comme Quantic ou Dontnod qui existent, ou même Ubisoft, parce qu'on n'a pas cité Ubisoft, mais c'est les premiers, en fait, c'est une des plus grosses boîtes de jeux au monde. La boîte pionnière. Oui, bien sûr. Est-ce que les plateformes comme Steam, Xbox ont démultiplié l'offre justement du jeu indépendant? Autrement dit, est-ce que la dématérialisation du jeu vidéo à favoriser les petits éditeurs, les petits créateurs? Oui, clairement, parce qu'il y a des intermédiaires en moins à payer, parce qu'on va partir directement de la personne qui fabrique le jeu à la personne qui va la distribuer. Du producteur au consommateur. Voilà, c'est ça. Comme les fruits. Pratiquement, et parfois oui, du producteur au consommateur, parce qu'il y a des... Bon, après, c'est peut-être d'autres systèmes, parce que tu es obligé de passer par Steam d'une certaine façon, ou d'autres plateformes de ce genre-là. Mais oui, il y a de l'offre, ça c'est sûr. Il y a de la saturation, c'est évident. Et bon, moi, contrairement à l'époque, quand j'étais gamin, où tu avais un jeu qui sortait par mois, bon, le jeu il coûtait une blinde, mais tu savais qu'il allait t'occuper pendant un bon moment. Là, c'est à pléthore de choix, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Tu as vraiment des pépites qui peuvent sortir. Tu as des trucs. Généralement, quand c'est bon, il y a un bouche à oreille qui se construit. Et je pense à un jeu comme Edith Finch, par exemple, What Remains of Edith Finch, qui est peut-être un des plus grands jeux que j'ai fait ces dernières années. C'est un jeu qui dure à peu près 1h30, 2 heures, qui est une expérience purement narrative d'une certaine façon. Ça s'appelle un walking simulator. Donc parfois c'est un gros mot pour les gens de l'industrie parce que tu n'as pas forcément d'interaction. Mais tu vas juste déplacer un personnage qui revient dans la maison de son enfance, en fait, qui a fui sa maison de son enfance quand il était petit. Et donc il revient dans cette maison-là et il retrace toute l'historique de sa famille, en fait.
C'est du sujet Dontnod presque. Presque du sujet Dontnod, mais avec, avec une patte, un truc qui est inédit, une saveur, en tout cas que moi, en tant que joueur, j'ai pas ressenti depuis longtemps. Et puis moi, de toute façon, moi en tant que joueur, je vais essayer de chercher les expériences un peu nouvelles, les trucs. Et c'est pour ça, et là aujourd'hui, je pense que beaucoup disent ah c'était mieux avant, le rétro, c'était ça la période qui comptait. Je trouve c'est un discours. Regarde. Oui, alors c'est une base fondamentale parce que c'est ça qui a construit. Mais je dis souvent que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est le cinéma dans les années 30. Donc pour situer un peu, il y a encore du chemin à faire, mais on est en train de vivre un âge vraiment important. Je vois l'âge d'or, il est maintenant, voire il va venir, quoi. Mais quelque chose qui est en train de se construire, qui est passionnant parce qu'aujourd'hui, tu l'évoquais, plein de gens qui font des jeux dans la scène indépendante. Il y a des gros jeux parce qu'il en faut aussi. Je pense qu'on va aller très loin dans déjà devoir caresser le fait que aujourd'hui le jeu vidéo, peut-être ce chaînon manquant, peut-être entre la littérature et le cinéma ou un autre art et le cinéma, et ça va s'affirmer de plus en plus jusqu'à peut-être trouver sa place à proprement parler dans l'inconscient de beaucoup de gens, parce que c'est vrai encore, alors ça change, hein, tu dis j'aime le jeu vidéo, je joue à un jeu vidéo, si tu peux passer pour un môme, tu vois, dans ta tête. Mais non, pourquoi tu ferais pas un jeu tout le monde joue à des jeux vidéo maintenant, parce qu'il y a les applications aussi sur les téléphones. C'est vrai. Mais en fait, l'investissement que ça demande aussi est assez important. Quand tu te lances sur une aventure qui va durer des centaines d'heures, il faut que tu aménages ta vie pour ça, on va dire. Donc ça veut dire que tu fais moins de choses à côté. Ou alors l'inverse, ou alors tu joues moins, ou alors tu essaies de te trouver des plages horaires. Mais c'est vrai que même si cette perception est en train de changer, je pense que elle va vraiment de plus en plus se vulgariser d'une certaine façon. Et tu vois, on va avoir des jeux vidéo d'auteur, comme on commence déjà à en avoir, mais qui vont s'affirmer de plus en plus. Comme on va avoir des blockbusters aussi. Donc c'est pour ça, moi je pense que le parallèle avec le cinéma est évident, autant dans l'objet culturel en soi qu'il représente, mais beaucoup dans sa fabrication. Et moi, je trouve que c'est pas anodin que moi, réalisateur de cinéma, finisse dans une boîte de jeux vidéo aujourd'hui. Ça nourrit ma carrière de réalisateur et ça fait sens en même temps parce que tu réfléchis. Ça permet aussi même d'alimenter en fait ton travail en tant que cinéaste cinéma, quoi. Oui, bien sûr. Essayer de réfléchir le médium par rapport à son implication émotionnelle. Que ce que t'apporte le jeu vidéo peut être très riche. Et inversement, je pense que le jeu vidéo qui est de plus en plus narratif, en fait, a besoin du cinéma aussi pour prouver une forme de maturité. Alors, tu le dis, le jeu vidéo est de plus en plus narratif. La différence avec le cinéma, c'est qu'il est aussi interactif. Et là, on entend quand même beaucoup de gamers, alors peut-être des gamers old school, je ne sais pas, qui se plaignent justement que le narratif prenne le pas sur le gameplay. Que justement on va dire cette profondeur qu'on apporte au personnage, à l'histoire, finalement est au détriment de la jouabilité du jeu et de ses possibilités. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment vous traitez ce problème à Dontnod par exemple? Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que c'est deux mondes qui peuvent cohabiter. Après, c'est vrai que c'est un travail et des remises en question sur les fondamentaux en fait, de ce qu'est un jeu vidéo qui se fait naturellement. C'est-à-dire que oui, rapporter de la narration dans quelque chose qui est plus basé sur le gameplay, ça peut perturber dans un premier temps, surtout les vieux roublards. Hein. Mais est-ce que c'est un choix dès le départ est-ce qu'on fait plus de gameplay ou plus de narratif? Est-ce que c'est un vrai dilemme au début? Moi je le vois même dans la boîte et dans la conception d'un jeu. En fait, tu es vraiment dans l'idée de trouver un équilibre en fait, parfait entre les deux. Et je pense que la narration en fait, va renforcer ce sens. En fait, je pense qu'il y a à boire et à manger en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où c'est très intéressant, c'est que ça va proposer de l'offre. Et la personne qui va vouloir jouer à un jeu plus arcade va trouver son compte en jouant à un jeu plus arcade. La personne qui va chercher un jeu plus shoot ou qui veut se défouler va trouver aussi son compte, va se faire un Call of Duty, un truc comme ça, va faire un FIFA s'il veut faire du foot. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'offre et ça ramène des gens en fait. Moi, en tout cas, je l'ai vu, je le vois, en tout cas je le ressens avec le public Dontnod, c'est que ça ramène aussi des gens en fait qui ne sont pas forcément là pour faire du scoring ou pour faire on est moins dans la compétition, dans la performance. On va être moins dans la performance. Moi, personnellement, j'adore les jeux de performance et de compétition, mais quand aujourd'hui je joue avec un Last of Us Part 2,
Pour moi, c'est le jeu parfait, en fait, d'une certaine façon. C'est le prototype du jeu qui va ramener de l'émotion, des personnages forts, qui vont créer des chamboulés. Moi, mes habitudes de gamer. Ce jeu-là, quand je l'ai eu entre les mains, il m'a foutu des claques. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude d'être assis sur mon canapé, affaler comme ça, et voilà, faire les trucs que je sais que je dois faire, parce que je les ai fait plus ou moins dans d'autres jeux. Ouais. Alors là, il y a un peu de ça, parce qu'il y a des trucs de gameplay qu'on connaît, en fait, des mécaniques qu'on connaît, donc ils ne réinventent pas forcément la semoule, même s'ils les affinent. Mais par contre, putain, en termes d'émotion narrative, mais les claques que tu te prends, et je me suis retrouvé plusieurs fois à lâcher la manette, comme beaucoup de gens, à dire mais non, putain, je veux pas faire ça, et tu reprends la manette, et c'est intéressant parce que ça Les pose... dilemmes moraux, quoi. Ça fait crée presque une expérience sociologique. Mais clairement, et si tu veux, ça replace le média jeu vidéo comme étant voilà, quelque chose d'intéressant. On te dit, on t'écrit tout ce qu'il faut faire, mais toi-même, par moment, tu n'as pas envie de le faire et tu le fais quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux même te rebeller face à la création du jeu. Mais oui. Et là, pour le coup, c'est pas un jeu qui va te proposer des choix comme on peut le faire nous chez Dontnod. C'est un jeu où on va t'imposer des choix, t'imposer une vision. Et c'est purement un jeu d'auteur, The Last of Us Part 2, parce que c'est un jeu qui a quelque chose à raconter, quelque chose de très fort et qui va le faire par des outils très radicaux. Et ça, c'est nouveau, en fait, d'une certaine façon. Il y a des jeux qui l'ont abordé d'une certaine façon, mais là, cette radicalité extrême, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu à ce point. Un truc qui malmène tes personnages, qui vont les ramener jusqu'à... Comme le cinéma le fait depuis longtemps. Voilà, comme tu prends un film de Friedkin, par exemple, qui va te foutre une claque ou tu vas être traumatisé, bah, là, tu retrouves ces sentiments-là. Et puis, je pense que ce n'est pas anodin, c'est des gens qui crient leur amour pour le cinéma. Je pense à Neil Druckmann, le papa de cette licence, c'est quelqu'un qui assume vraiment cette composante. Et je pense qu'il y a plein de gens qui soit vont venir du cinéma et qui vont essayer de faire du jeu vidéo pour justement voir ce que cette interaction peut créer chez les joueurs. Je pense, tu vois, tu mets ça entre les mains d'un site de cinéastes qu'on adore. Je pense pas, demain tu donnes Paul Verhoeven, tu lui donnes la possibilité de faire un jeu, mais imagine un peu ce qu'il va faire, comment il va torturer le joueur ou l'amener en fait à ses retranchements. Donc c'est intéressant de voir comment ce média va évoluer, comment les auteurs vont s'approprier ce média-là. Et je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu le sens un peu, c'est en train de venir. T'as un peu une dichotomie qui s'installe parce que c'est vrai que c'est le jeu vidéo, c'est très corporate, c'est des entreprises qui font des jeux en fait, et c'est rarement des gens qui se mettent en avant. Tu commences à en avoir un petit peu. C'est plus au Japon, hein, j'ai l'impression qu'on met en avant le créateur. Je me trompe peut-être. Hein, oui, non, mais au Japon, des noms existent. Hein. Hideo Kojima, c'est des dieux vivants. Aujourd'hui, tu peux le comparer à un Kubrick aujourd'hui pour certains. Donc, mais même aux États-Unis, hein, quand on parle de God of War, tu connais le gars, il s'appelle Cory Balrog, il communique, il communique avec les gens, même chez Dontnod, hein, tu as Raoul Barbé et Michel Kor, tu vois, c'est des gens qui sont là, c'est des auteurs, ils proposent une vision. Donc je pense, mais ça ne regarde que moi, hein, je pense que la force du jeu vidéo va s'appuyer avec des visions, même si tu auras toujours des FIFA, des Call of Duty, des trucs qui vont être là pour te défouler, on va dire, ou pour t'apporter ce que tu cherches. Mais pour les gens qui veulent de la narration, il y a une place qui est là, qui est en train de se préparer, avec plein de gens qui commencent à arriver à poser leur bagage. Et je pense qu'il va y avoir un jeu vidéo avec des auteurs, des gens qui ont des choses à dire, et il suffit qu'on leur donne les moyens. Et Last of Us, c'est pour ça que je pense qu'il y aura un avant et un après Last of Us 2, parce que Last of Us 2, c'est un succès colossal, malgré toutes les polémiques. Mais on se dit, tiens, on peut... Ça ouvre une porte, quoi. Ça ouvre une porte. Peut-être que d'autres gens feront la même chose. Alors avant qu'on se quitte, justement, l'avenir, est-ce que ce type de jeu très narratif, sociaux, est-ce qu'on pourrait imaginer ça ? Est-ce que vous réfléchissez à ça chez Dontnod, de faire du jeu multijoueur comme ça ? Est-ce que ça peut se transposer dans un univers multijoueur, c'est-à-dire avec des joueurs du monde entier qui se retrouvent dans un même univers, mais avec ce penchant narratif, ce penchant social, presque psychologique. Est-ce que c'est quelque chose... Oui, je pense que c'est envisageable. Après, c'est une histoire de... Alors, je ne suis pas spécialiste pour te répondre précisément sur quelles seront les contraintes qui pourraient faire que c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Mais oui, je pense qu'à partir du moment où tu poses un univers, des personnages, World of Warcraft, pour citer peut-être l'exemple le plus évident, il y a quand même une base narrative assez forte où tu vas retrouver tes potes pour aller défoncer un dragon qui a
un millénaire qui a une histoire, qui a tué machin chose, qui a pu récupérer l'épée de je sais pas quoi. Donc, si tu veux, il y a déjà une composante narrative. Après, pousser le narratif... Parce que là, on atteint presque le jeu de rôle. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça existe déjà et oui, il y aura peut-être des studios qui vont encore pousser le vice plus loin. Maintenant, ça va dépendre. C'est des jeux qui sont beaucoup plus attentifs peut-être aussi aux envies des joueurs et c'est vrai que c'est peut-être des jeux où tu as envie que ça aille plus vite, que tu as envie que ça rentre plus. Alors, sachant que la narration peut peut-être être une sorte de filtre à ça pour certaines personnes. Moi, je pense pas. Je trouve que la forme idéale, c'est de trouver une narration qui va se fondre parfaitement, qui dépasse la narration environnementale et qui va se fondre complètement à cette aventure, quoi. Donc oui, je pense que ça va se faire naturellement. Et puis, c'est aussi des principes de jeu où les gens se racontent leur histoire eux-mêmes, participent en fait à la construction de cette histoire-là et de cet univers. Alors, vous bossez sur quoi? Dontnod, c'est top secret ou Oui, bien sûr, c'est top secret. Évidemment. Évidemment. Bon, bah écoute, je te propose, on va se recoller à Space Invaders. Bah oui, on n'avait pas fini notre partie. Bon, et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain entretien pour Savoir Retro Games. Salut Talal, merci beaucoup. Merci Aaron, c'était super cool. Ciao. Ciao, ciao.